Salut à tous, bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Et ouais, vous avez vu ça, nouveau coussin? Comme ça, je peux me recueillir sur notre bon vieux Alexei. C'est une boutique en ligne qui me l'a gracieusement offert, voilà. C'était ça, la communication commerciale. Et non, désolé, je vais pas vous parler de NordVPN. En tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, je vous mettrai tout ça dans la description, il y a même un code promo. Bref, on va passer à des choses un peu moins marrantes maintenant. Ces derniers jours, vous avez été nombreux à me parler d'une histoire de plagiat à l'encontre de Stranger Things. Bon, au début, j'avoue que je vous ai un peu renvoyé ça, genre ouais, mais non, c'est un vieux truc. Mais en fait, si je croyais que les médias ressortaient des vieux dossiers, on est hélas face à une nouvelle histoire de plagiat accusant les frères Duffer. Et du coup Netflix. Et oui, parce que l'année dernière, on avait déjà eu une histoire similaire. Donc forcément, si c'est une nouvelle histoire, on va revenir là-dessus et essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Peut-être aussi essayer de comprendre ce que risquerait la série. Et ensuite, comme d'hab, je vous réserve d'autres petites choses, hein, donc c'est parti. Le moins qu'on puisse dire, hélas, c'est que les frères Duffer commencent à être habitués à ce genre d'accusations. En effet, pour résumer, entre 2018 et 2019, ils étaient déjà accusés par le réalisateur Charles Kessler pour plagiat de son court-métrage qui s'appelait Montauk, comme le premier nom de la série des frères Duffer, avant que ça devienne Stranger Things. Au-delà du titre, il faut reconnaître qu'il y avait certaines similitudes entre l'histoire de Kessler et le point de départ de l'aventure que nous on connaît. Et donc après plusieurs mois, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, on avait eu l'occasion de suivre l'affaire. Donc juste avant le début du procès, rebondissement, Kessler avait retiré sa plainte et fin de l'histoire. Alors bien sûr, c'est toujours louche de lâcher l'affaire au dernier moment. On peut se dire qu'il a peut-être reçu un chèque pour se taire. Car que cette histoire soit vraie ou pas, ça commençait à entourer la série du nombre néfaste. Après, n'oublions pas quand même que quelques jours avant le procès, les frères Duffer avaient rapporté des nouvelles preuves tangibles de leur bonne foi, genre des mails et des SMS. Alors est-ce que c'est ça qui a fait taire Kessler ? Ainsi, ces derniers jours, les frères Duffer, mais aussi la plateforme de streaming du coup, sont à nouveau pointés du doigt et accusés de plagiat, mais par d'autres personnes et concernant une œuvre différente de celle de Kessler. Cette fois, c'est la société de production Irish Rover Entertainment qui prétend que Stranger Things a copié le concept de son projet de série télévisée intitulé Totem, d'après un scénario de Jeffrey Kennedy. Bon ok, on va essayer de regarder le scénario de plus près en interprétant à la Stranger Things. Alors l'action se passait dans l'Indiana. On avait un groupe de jeunes héros dont l'un souffrant d'épilepsie se retrouvait projeté dans une dimension parallèle pour y combattre une sorte de démon nommé Azrael. Arrive alors une fille au pouvoir étrange qui leur permet de lutter contre l'entité du mal et son armée de monstres. Ah et puis ah oui, ça se passe dans un univers rétro aussi. Ouais, à la limite, ça ressemble vite fait. Bon, je vais bien leur accorder le bénéfice du doute. À partir de là, il faut savoir que cette série Totem n'avait jamais vu le jour au final. Mais là où le bas blesse, c'est que l'Irish Rover Entertainment a de bonnes raisons de croire que l'inspiration des frères Duffer provient d'un concept copyrighté. Et leurs soupçons pèsent notamment sur l'un de leurs anciens collaborateurs, un certain Aaron Sims, qui a justement travaillé par la suite avec les frères Duffer sur Stranger Things. Bon, en effet, là par contre, ça commence à faire tâche. Netflix, une réaction ? Ainsi oui, Netflix ne pouvant pas laisser la réputation de la plateforme entachée par une histoire de plagiat, un représentant s'est exprimé auprès de The Warp pour clarifier la situation sur toutes ces allégations. Monsieur Kennedy colporte ses théories de conspiration farfelues depuis des années, même si Netflix lui a expliqué à plusieurs reprises que les frères Duffer n'avaient jamais entendu parler de lui ou de son scénario inédit jusqu'à ce qu'il commence à menacer de les poursuivre. Après que nous ayons refusé de céder à ses demandes de dédommagement, il a intenté un procès sans fondement. Les personnes qui voudraient s'attribuer le mérite de la création de Stranger Things ne manquent pas. Mais la vérité est que l'émission a été conçue de manière indépendante par les frères Duffer et quel est le résultat de leur créativité et de leur travail acharné. Voilà, ce qui est sûr dans l'histoire, c'est que Netflix commence à montrer les muscles, ils sont pas prêts à lâcher l'affaire, donc il y a moyen que cette fois le procès ait bel et bien lieu. Alors on va essayer de se projeter un petit peu, admettons, quels sont les risques pour la série en cas de défaite. Même si l'arrêt pur et simple de la série paraît une solution assez extrême et improbable, Netflix pourrait être amené à dédommager l'auteur, si c'était avéré bien sûr, avec un gros chèque, je pense même un très gros chèque, et son nom qui apparaîtrait dans le générique probablement. Mais de toute façon, on est loin d'en être là, tout reste encore à prouver et puis on suivra ça de près. C'est quand même la deuxième fois que quelqu'un revendique la paternité du concept de la série, et pour nous, a priori, ça ne change rien, avec toujours le retour du tournage pour la saison 4 le 17 septembre. Ouais, enfin, je l'espère, parce que vu l'actualité du Covid-19, on est loin tous d'être sortis d'affaires, et je pense que ces dates restent encore aléatoires en fonction de ce qui se passera dans les semaines à venir. Donc pareil, ça aussi, on surveille de près.
Après tout ça, on va essayer de se changer un peu les idées en parlant de personnages et d'une dynamique que j'aime plutôt bien, celle de Mike et de Lucas. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre, que Mike et Lucas ne sont pas vraiment amis? Tout simplement parce qu'en ce moment, c'est un peu le débat à la mode sur des vidéos et des articles américains. D'ailleurs, je vous mettrai un lien de tout ça en description. Bref, que ce soit un problème de personnage ou un problème d'écriture, pour certains, selon la manière dont se comportent ces deux-là, eh bien cela serait un peu en contradiction, en opposition avec le fait qu'ils soient bien des amis. Je vous le dis d'emblée, théorie avec laquelle je suis pas du tout d'accord, mais c'est intéressant de revenir là-dessus, car ça va nous permettre de comprendre un peu mieux le rôle de Lucas dans la série. Et moi je l'aime bien, Lucas, en plus c'est un personnage un peu oublié dans toute cette myriade de bons personnages, pas facile de se faire une place, à l'inverse d'un Will, d'un Mike, d'un Dustin ou bien d'un autre encore. Alors forcément je ferai quand même un petit focus sur lui un jour, et on va déjà se servir de ces théories, de ces débats pour commencer à déblayer le terrain. Bon, je vais juste vous résumer ici quelques arguments pour vous la faire courte. Donc on y va. Premier gros argument, Mike déteste Max dans la saison 2. Et donc déjà pour cette théorie, ça pourrait être un premier manque de considération envers Lucas qui accroche avec elle. Si son pote ne fait pas l'effort d'apprécier Max, c'est pas un vrai pote. Et cet argument ne fonctionne déjà pas très bien quand on regarde la saison 3. On voit que ça évolue dans le bon sens entre Mike et Max. Deuxième argument, les personnalités de Mike et de Lucas clashent souvent. Ils se bagarrent même. Et c'est un argument plutôt intéressant car en effet, les 2 premières saisons surtout, le ton monte facilement entre Lucas et Mike quand Dustin par exemple est plutôt là pour temporiser les choses. Et du coup, moi je pense qu'au contraire, des amis ça se confronte parfois. Ça se bagarre même. Mais au-delà de ça, cet argument vient quand même nous rappeler que les 2 personnages ont un tempérament assez bien trempé, assez proche l'un de l'autre. Enfin, un autre argument que je pioche dans tout ça, dans la saison 3, Lucas essaie de conseiller Mike sur sa relation et puis ça tourne mal. Ces conseils additionnés aux conseils de Max pour Eleven, ça aide pas franchement Mike. Et là, j'ai envie de dire que justement, ça montre une bonne complicité et amitié entre les 2 amis. D'ailleurs au détriment de leurs autres amis, comme Dustin, qui va un peu se rabattre sur Steve dans cette saison du coup, et Will qui s'embrouille avec eux à cause de leur comportement. Donc dans la saison 3, Mike et Lucas sont particulièrement proches au final. Bon bref, déjà voilà, sans aller plus loin dans le débat, car c'est un peu comme ça à chaque argument, je trouve au contraire que ça nous permet de voir que Lucas et Mike sont très proches. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils évoluent au même rythme, et leur caractère fort les fait souvent entrer en conflit, et c'est pour ça que le personnage de Lucas est important. Les 2 se retrouvent souvent à faire les mêmes choses, comme lorsqu'ils arrivent pour Halloween déguisés en même personnage de Ghostbusters, ou bien alors lorsque l'un craque pour une fille, pendant que l'autre ne l'aime pas. Et à mes yeux, si on était dans un film des années 80 avec une bande, Lucas est écrit comme une sorte de second, considérant que Mike serait le leader. Will et Dustin ont leur personnalité propre, mais Lucas pourrait presque faire doublon avec Mike par moment. Sauf que justement, il est bien souvent une force d'opposition, et c'est ce qui le rend intéressant. Dans la saison 3, ils sont d'autant plus complices, et je pense que ça pourrait encore s'accentuer par la suite. Alors du coup, comme d'hab, je vais faire comme avec les autres persos, et ce qui pourrait être une cible potentielle pour la suite, vu qu'il contribue à l'équilibre du groupe, mais au même titre que les autres, faut reconnaître qu'on ne l'aurait pas vu venir. En tout cas, voilà, pour revenir à la problématique principale concernant l'amitié entre Mike et Lucas, ça reste un faux débat car l'amitié est aussi constituée de clash et de prises de bec pour mieux se renforcer par la suite. Et même si par moments, Mike semble plus proche de Will et Lucas de Dustin, toutes les interactions entre les membres de la bande sont suffisamment bien dosées pour ne pas avoir besoin de remettre ça en doute. Donc voilà, je voulais poser ça ici, comme ça me permettait de revenir un peu sur le personnage de Lucas. C'est vrai que j'en parle pas forcément souvent. Profitons-en, dites-moi ce que vous pensez de lui, de son rôle dans la bande. Je me servirai sûrement de vos arguments lors d'un prochain focus à propos de lui. Bon, enfin, même si là, j'ai déjà écrit un truc à propos de Steve. C'est mon ordinateur, c'est pour ça que je tape dessus. Donc voilà pour le prochain sur ma liste, mais parlez-moi de Lucas. On termine avec un petit tour déjà du côté de Millie Bobby Brown. Pour rappel, après le blockbuster Godzilla, on la verra à nouveau dans la suite, le film Godzilla vs King Kong. Et comme il y a potentiellement une première image qui serait tombée dernièrement, ça vient nous rappeler que ce film est toujours en avancement. Le réalisateur précise d'ailleurs que ce sera un film qui se veut sérieux. Donc voilà, pour le moment, difficile d'imaginer la place de la jeune actrice entre ces 2 géants. Initialement prévu le 20 novembre de cette année, il fait partie de ces nombreux films qui sont reportés. Le concernant au final, ce sera pour mai 2021.
Petite piqûre de rappel ici car vous êtes nombreux à me demander toujours. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment à propos du Stranger Fan Meet 4. Vous voyez, on sait ni le lieu, ni la date, ni qui sera invité. Mais ce sera probablement en 2021. De toute façon, je vous laisserai le lien si vous voulez surveiller ça de votre côté. Enfin, un retour sur Joe Keery. La semaine dernière, je parlais de son prochain film, Spree. Et ben voilà, entre-temps, la bande-annonce est tombée. Comme je vous disais la dernière fois, là, ça se confirme. Le film a l'air d'être complètement filmé en caméra subjective pour donner un côté plus réel. En tout cas, ça sort le 14 août en avant-première dans les salles. Et puis moi, il me botte toujours autant ce film. Voilà, donc on termine là-dessus pour aujourd'hui. Mais comme d'hab, on va faire un petit tour du côté de vos collections. Si vous avez des trucs sympas à me montrer, vous le filmez et vous me l'envoyez sur Instagram. Il n'y a pas de souci, moi je prends. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.